Êtes-vous prêt pour le bonheur? Je peux vous aider? Ma spécialité, les thérapies de courte durée. Je peux vous aider à retrouver l'équilibre en utilisant différentes méthodes naturelles excessivement efficaces. Le processus est simple. Il suffit de faire un effet de bascule à l'énergie de la tête vers le cœur. Par exemple, je pourrais ressentir de la haute trahison parce que ma sœur a lu mon journal intime. Si j'apprends qu'elle a lu mon journal intime parce qu'elle a été victime d'abus puis elle voulait savoir si je vivais la même chose qu'elle, se produira l'effet de bascule de la tête vers le cœur. Mon système nerveux s'apaise et c'est réglé. Les techniques les plus efficaces, ce sont celles qui permettent cet effet de bascule. Mes méthodes sont novatrices et obtiennent des résultats durables, que ce soit pour des symptômes d'anxiété, insomnie, dépression, phobie, ça fonctionne. J'ai une cliente qui est déjà venue me consulter, elle se disait phobique des avions. Je l'ai aidée à réaliser son rêve, elle est devenue agent de bord. Ma mission est d'écouter les gens avec compassion, rééquilibrer l'énergie pour donner des ailes à l'âme. J'ai écrit 4 livres pour vous accompagner dans votre processus de guérison. J'offre des consultations et des conférences depuis plus de 20 ans et je possède une école de thérapeute accréditée. Quand l'énergie circule bien, tout devient possible. Qu'elle se produira l'effet de bascule de la tête vers le cœur. Mon système nerveux s'apaise et c'est réglé. Les techniques les plus efficaces, ce sont celles qui permettent cet effet de bascule. Mes méthodes sont novatrices et obtiennent des résultats durables, que ce soit pour des symptômes d'anxiété, insomnie, dépression, phobie, ça fonctionne. J'ai une cliente qui est déjà venue me consulter, elle se disait phobique des avions. Je l'ai aidée à réaliser son rêve, elle est devenue agent de bord. Ma mission est d'écouter les gens avec compassion, rééquilibrer l'énergie pour donner des ailes à l'âme. J'ai écrit 4 livres pour vous accompagner dans votre processus de guérison. J'offre des consultations et des conférences depuis plus de 20 ans et je possède une école de thérapeute accréditée. Quand l'énergie circule bien, tout devient possible. Un complément. Oui. Alors, je vais commencer maintenant. Vous m'arrêtez quand c'est le temps des questions, Alexandre? Ah bah, allez-y. Ah oui, alors, un dernier mot aux participantes et participants. Si vous avez une question, vous le mettez dans le chat, puis comme ça, à la fin, Michel pourra y répondre. On va faire comme ça. Voilà, Michel. Alors, bonjour tout le monde. Je crois que vous le savez déjà, je suis au Québec. Je vais essayer d'adapter mon langage pour que vous soyez en mesure de bien me comprendre. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous pouvez me le dire. Alors, pour vous expliquer très rapidement le parcours professionnel que j'ai fait, ici, il y a moyen de faire des études à l'âge qu'on veut, la façon qu'on veut, tout est possible. Dans le début de ma vie professionnelle, j'ai travaillé pendant 8 ans dans le milieu hospitalier, différentes fonctions. Ensuite, je me suis recyclée en design. Je suis retournée aux études à temps plein en design. J'ai eu une entreprise en design pendant une douzaine d'années. On a connu un succès assez intéressant, mais qui était très, très, très demandant pour l'énergie. C'était vraiment très difficile de... Il fallait être partout tout le temps et j'avais des symptômes qui s'accumulaient. J'ai pas été diagnostiquée en burn-out ou dépression, mais c'est sûrement ce que j'avais... ce que je vivais à ce moment-là et je n'étais pas tellement attirée par les méthodes conventionnelles pour me remettre en bon état. Je ne voulais pas prendre de la chimie, des médicaments et je ne voulais pas aller vers des méthodes psychologiques pour faire ma démarche. Je me suis adressée à un hypnologue, donc quelqu'un qui fait des consultations en hypnose et à partir de là, j'ai commencé à me sentir vraiment mieux rapidement. J'ai appris différentes techniques de remise à niveau de l'énergie et ça a fait en sorte que mes symptômes
se sont évanouies. Ma santé s'est améliorée. Même après, quand je suis revenue en affaires, j'avais l'impression de ne pas travailler. Tout était plus facile. Les résultats étaient au rendez-vous, mais je me sentais vraiment en accord avec ma propre énergie à ce moment-là. Mais là, je me suis dit, c'est fou parce que je suis à faire du design pour savoir quelle couleur de bleu on va mettre sur la carte de visite, alors que je connais des méthodes qui m'ont pratiquement aidé à ressusciter. Donc, j'ai eu envie de... la vie m'a bousculé aussi un peu, là, mais j'ai envie de mettre ça en place dans ma vie. C'est de devenir une consultante en santé naturelle. Jusque-là, j'avais étudié pour m'auto-guérir, mais j'avais accumulé les formations, j'avais ressenti les bénéfices et c'est vraiment ce que je voulais dorénavant faire. Et la première chose que j'ai proposée, c'était des soins en hypnothérapie parce que c'est la première formation que j'ai terminée dans laquelle je pouvais m'afficher. Et là, c'est vraiment là que j'ai eu un premier choc parce que j'aidais des gens qui disaient venir me voir parce qu'il y avait des symptômes d'anxiété, insomnie, phobie, etc., 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 dépendance au magasinage, par exemple, et au shopping, je pense que vous dites, en tout cas. Quand je faisais un soin, souvent, je ne connaissais pas l'ensemble des symptômes que la personne ou les difficultés que la personne vivait, mais quand je faisais un soin, j'étais souvent surpris des résultats. Et de plus en plus, les clients m'appelaient, me téléphonaient pour me dire « Michel, depuis notre rencontre ou depuis nos 2-3 rencontres, je n'ai plus ce problème de santé que je croyais chronique, génétique, héréditaire, médicamenté à vie. Ce n'est plus là. » Et je recevais ces réponses-là sans trop comprendre qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de mes clients parce que j'étais surprise de ce résultat-là, ce qui m'a amené à faire vraiment différentes recherches chez les neuroscientifiques, les psychiatres, les médecins de partout dans le monde afin de comprendre qu'est-ce que vivaient mes clients parce que je me disais, j'ai une recette qui fonctionne, les résultats sont au rendez-vous, mais je n'étais pas sûre de bien saisir quelle était cette recette qui fonctionne. Et parce que ça avait l'air souvent magique, un peu magique. Et donc, j'ai cherché à comprendre ce qui se passait chez les clients. Et c'est vraiment... j'avais pris des notes en vrac là, quand j'avais le temps et je suis allée prendre ce que je trouvais le plus important pour le mettre de côté. Je ne pensais pas à ce moment-là écrire un livre, je voulais juste avoir une information plus claire dans ma tête. Alors, quand j'ai compris comment ça fonctionnait, c'est assez particulier parce que je n'ai jamais cherché un éditeur, c'est l'éditeur qui m'a trouvé. Une de mes amies me dit qu'elle aimait mes conférences parce que j'expliquais ce que j'avais découvert qui semblait assez surprenant pour les gens et intéressant aussi. Et c'est une amie qui m'a dit « Je veux faire la promotion de tes conférences. » Et quand elle m'a demandé d'écrire un article qu'elle a diffusé pour inviter les gens à la conférence. Et le projet conférence a plus ou moins bien fonctionné, mais la première personne qui m'a téléphoné, c'est l'éditeur pour me dire « J'ai lu votre article, je suis allée voir votre titre, il faut m'écrire un livre maintenant. » Et ensuite, j'ai eu l'appel de la Suisse pour venir faire des conférences en Suisse et en Belgique. Alors, ça, c'est après le premier livre. Au début, je ne savais pas que je pouvais écrire un livre. J'ai pris de l'aide pour le faire. Ensuite, là, j'ai réalisé que ça faisait du bien aux gens de lire le livre. Il me disait, c'était ce que je ressens.
dans le processus que je vivais, beaucoup de gens me disaient c'est ce que je ressentais, mais on me disait le contraire. Donc, comme la réponse était bien, j'ai cherché à compiler d'autres informations et que j'ai combiné avec des histoires de cas. Mes livres les 3 premiers livres, ce sont ces histoires de cas appuyées par mes découvertes. Alors, je vous donne quelques informations de base concernant les découvertes que j'ai faites. C'est que quand on est petit, il y a un tableau qui a été fait par des neuroscientifiques, un monsieur, j'oublie son nom, mais c'est dans un livre, je pourrais le trouver si quelqu'un a de l'intérêt, ou si vous voulez avoir le tableau, écrivez-moi un courriel, je vous enverrai le tableau. On définit précisément quelles sont les actions de chacun des hémisphères de notre cerveau. Alors, le cerveau droit, c'est l'hémisphère droit, le cerveau droit, c'est celui qui rentre en fonction à pleine capacité, même dans le ventre de notre mère. Donc, c'est le cerveau qui est le plus sensible, le plus intuitif, le plus émotif, c'est vraiment ce cerveau qui entre en action dans le début de notre vie. Ici, on dit, j'imagine que c'est la même chose chez vous. Ici, on dit qu'à partir de 7-8 ans, c'est l'âge de raison. Je ne sais pas si c'est une expression que vous prenez. Ici, on dit ça parce qu'à partir de l'âge de 7-8 ans, l'hémisphère gauche du cerveau commence à se développer. Donc, il va se développer tranquillement à peu près jusqu'à l'âge de 13-14 ans. Et là, on est prêt pour faire notre crise d'adolescence parce qu'on voit nos parents avec une vision différente, avec une autre perspective, si je peux dire. Donc, dans les découvertes que j'ai faites, souvent, on apprend qu'il nous faut contrôler ou gérer nos émotions. On apprend que c'est la méthode pour se sentir mieux. Par contre, j'ai lu même chez un médecin qui est chez vous, là, dont vous faites la promotion, Alexandre, c'est un neuroscientifique, je crois, et on dit que l'être humain n'est pas si logique que ça. C'est pas tant son cerveau logique qui fonctionne comme son cerveau émotif. Je peux donner le nom de la personne. Il est ici pas loin. Bon, c'est pas grave. Alors, les malaises et les maladies, imaginez, là, vous venez tous au monde avec un cerveau qui fonctionne à moitié et avec des parents qui avaient un cerveau qui fonctionnait à moitié au début de leur vie et des parents. Bon, donc, il y a tout ça qui est derrière nous. Et on avance dans la vie avec donc un ordinateur ici qui peut prendre plein d'informations, comme si le disque dur peut prendre plein d'informations, peut aller saisir, capter énormément, sans être capable de faire la différence entre les logiciels et les virus. Donc, on va capter, et un enfant, habituellement, il aime ses parents. À l'adolescence, les parents sont moins jolis, mais pendant l'enfance, on imagine nos parents un peu avec la lumière tout le tour, puis ce qu'ils nous disent, ben, ils ont raison, leur façon d'agir, ils ont raison, et on va se fabriquer en fonction des programmations qui rentrent de notre environnement et des choses que l'on va vivre de notre début de vie, différentes programmations dans notre cerveau. Il y a même des sociétés qui vont profiter de la petite enfance chez les enfants pour faire énormément de programmation. Les enfants se bercent, ils lisent des livres religieux. C'est comme si le disque dur intérieur se bourre, se remplit, et c'est tellement plein qu'il n'y a même plus la possibilité de faire des mises à jour. Alors que le mouvement d'évolution de la vie, ce sont vraiment les mises à jour.
malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas cette information. Une nouvelle mise à jour pour votre ordinateur est disponible. Est-ce que vous acceptez la mise à jour? Dans l'esprit d'une personne, il y a des personnes qui sont incapables d'envisager des mises à jour. Donc, leur processus d'évolution va être moins grand. Et les mises à jour, c'est quelque chose qui peut permettre l'effet de bascule de l'énergie. Donc, dans la vidéo de présentation, on dit, OK, le cerveau droit, lui, il n'a pas la notion du temps. Donc, la blessure qu'elle a été placée ou la programmation qu'elle a été placée très jeune, le cerveau droit n'a pas la notion du temps. Donc, je pourrais avoir 95 ans, j'en veux à ma soeur qui est morte depuis 20 ans parce que quand j'avais 12 ans, elle a lu mon journal intime. C'est des choses qu'on peut entendre, des choses comme ça en consultation. Et souvent, si on observe, il y a beaucoup de personnes âgées qui vont nous parler des émotions qu'ils ont vécues dans l'enfance, de situations où... Et moi, ce que j'ai compris, c'est que ce cerveau émotif-là est plus fort que l'autre. Je l'ai compris, les neuroscientifiques y arrivent aussi, mais ce cerveau-là, le droit, est plus fort que l'autre. Alors, si... Je prends les aussi. Si ça, c'est mon énergie et que j'avance, c'est facile, ça va bien. Si je suis en conflit intérieur, mes deux hémisphères du cerveau sont en conflit, l'image qu'on voit souvent, c'est il y a un diable sur une épaule, il y a un petit ange sur l'autre épaule, et là, il y a une conversation où chacun des deux côtés va avoir raison. J'imagine que vous avez déjà vu ça aussi. Qu'est-ce qui se passe quand on vit une émotion qui est désagréable à vivre? C'est notre hémisphère droit du cerveau qui cherche une résolution du problème. Un peu comme s'il y avait une bulle à l'intérieur, puis il veut laisser monter la bulle, la laisser partir, sauf que parfois, ça peut être souffrant. Et nous, on a appris, comme société, qu'il nous faut contrôler la situation, gérer la situation. Alors que le bonheur, ça vient quand tout ça peut se libérer et que là, on n'a plus à être en conflit et ça peut rouler. Est-ce que vous comprenez bien ce que je veux dire? C'est vraiment, on est en conflit avec nous-mêmes et le cerveau émotif, il est plus fort que l'autre. Alors, si on prend un exemple de notre énergie, par exemple, notre corps, c'est notre premier véhicule. On peut mettre notre véhicule dans une voiture, on peut mettre notre véhicule dans une auto de luxe ou peu importe, mais on habite d'abord dans notre corps. Si je suis confortable dans mon corps, je peux être confortable dans un auto de luxe. Si je ne suis pas confortable dans mon corps, peu importe où je serai, ce ne sera pas confortable, ce ne sera pas agréable. Et quand ça va bien en soi, ce n'est pas nécessaire de penser positivement, ça pense positif tout seul. Ça va dans un mouvement d'énergie qui avance. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rentable au niveau de l'énergie. Quand j'explique ce mouvement-là entre les deux hémisphères du cerveau, imaginez que vous avez un véhicule, vous voulez avancer, vous avez un pied sur l'accélérateur et un pied sur le frein. Mais c'est sûr que ça met une pression sur la voiture et ça abîme des choses. Penser positivement, ça ne changera rien, là. Si vous avez une crevaison avec votre voiture, par contre, tant que vous tapez dans le pneu, vous dites c'est pas la bonne journée, je suis en furie, c'est pas ça que je veux vivre, vous n'êtes pas en mode résolution du problème. Vous êtes en réaction au problème. Alors que à partir du moment où on dit bon, j'ai une crevaison, je vais appeler la dépanneuse, là, on vient de lâcher prise et on peut passer à l'autre étape de l'action. Donc, c'est vraiment, et ce mouvement de conflit intérieur, ce que j'ai compris, c'est qu'il va, au fil des années, s'activer de plus en plus facilement, de plus en plus fortement pour des raisons de moins en moins grandes. Donc, c'est gênant parce que
si le cerveau droit, l'hémisphère droit du cerveau est plus fort, que tout ce qu'on apprend, c'est qu'il nous faut contrôler la situation ou la gérer, mais ce n'est pas la bonne recette. La bonne recette, elle passe toujours par l'effet de bascule de l'énergie, par accepter que la difficulté est là pour aller ensuite à l'autre étape. Par exemple, si j'ai une cliente qui a un diagnostic de cancer, elle va passer par différentes étapes pour vivre la situation. Au début, ça va être le déni. Le médecin s'est trompé, c'est pas la bonne radio, etc. Ensuite, il va y avoir toutes les autres étapes, la colère, la négociation, un peu comme les étapes du deuil en général. Peut-être qu'elle va dire « Oh Dieu, prends ma voisine, elle est plus vieille. » Et il va y avoir plein de situations comme ça qui vont se présenter et elle va pouvoir aller vers la résolution du problème quand elle va s'admettre à elle-même que le problème est là et qu'elle peut maintenant choisir si elle va vers des méthodes plus conventionnelles, plus naturelles ou si elle combine les deux. Un peu comme quand on appelle la dépanneuse après la crevaison. Là, je vais revenir ici à quand il y a un conflit intérieur, notre énergie, elle est beaucoup dans la tête. Et si je prends l'exemple de quelqu'un qui a peur, si je n'ai pas peur, par exemple, il y a un joli un pont-tunnel ici, si je n'ai pas peur, je le traverse, je ne me pose pas de questions. Je me sens déjà en contrôle. Si j'ai peur, là, j'ai peur, je vais vouloir contrôler la situation. Alors, est-ce que je prends un détour? Est-ce que j'y vais avec quelqu'un d'autre? Est-ce que... La même chose pour l'avion, etc., etc. Mais la peur, elle est souvent accrochée après quelque chose d'imaginaire ou après une mémoire qui vient de notre passé. Parce qu'on peut tous vivre les émotions de manière différente. Il y en a qui envisagent l'avion avec la peur au ventre, puis il y en a d'autres, c'est l'excitation du voyage. Donc, l'avion n'a rien à voir avec ça. L'avion, il fait son job d'avion. C'est vraiment notre façon d'envisager la vie qui fait la différence ou les situations. Quand notre cerveau lutte contre soi depuis très longtemps, il va sécréter des toxines, il va sécréter de l'adrénaline, du cortisol, il va sécréter des choses qui vont devenir néfastes pour le corps. Et là, si on revient au véhicule, quand notre véhicule n'est pas en bon état, il y a quelque chose à rafistoler, il va y avoir des lumières qui s'allument dans le tableau de bord pour dire qu'il faut faire une mise à jour, une mise au point du véhicule. C'est la même chose dans notre corps avec les symptômes. Quand on commence à avoir des symptômes qui s'affichent, si on ne s'en occupe pas, il y en a d'autres qui vont s'afficher, tout simplement. C'est comme ça. Ça fonctionne comme ça à l'intérieur de nous. Alors, souvent, quand j'ai des gens en consultation ou même dans l'enseignement, on va juste regarder qu'est-ce qui met de la pression dans la tête. Qu'est-ce qui met de la pression? Comment on peut faire pour arriver à un lâcher-prise? J'ai presque envie de faire une parenthèse maintenant. Les gens qui sont autistes, parce qu'il y en a qui travaillent avec des autistes, les gens qui sont autistes sont très, très, très anxieux. Et on peut tout simplement tapoter légèrement les clavicules. Avec les enfants aussi, ça fonctionne très bien. S'il y en a qui veulent l'essayer, vous pouvez l'essayer. On tapote légèrement les clavicules et souvent, le taux d'anxiété va baisser. Pour les enfants, l'amygdale va se vider. On peut avoir des résultats vraiment le fun. Et ça s'appelle une technique de libération émotionnelle. J'adore ça. C'est quelque chose que j'utilise énormément. Je vais enregistrer des formations sur cette technique-là bientôt, mais ça permet au système nerveux de se relâcher. Et une fois que le système nerveux se relâche, il y a plein de possibilités. C'est vraiment comme l'instant où on dit « bon, j'appelle la dépanneuse ». Le système nerveux s'apaise, puis là, l'énergie peut changer de mouvement. Donc, il y a des débuts de vie
on commence toute notre vie comme ça. On a un petit cœur ouvert, on a l'énergie ouverte sur la vie, sur le monde, on a la curiosité, notre énergie est en expansion et on vit tous des événements traumatisants qui vont faire en sorte que la vie nous rentre dedans et on ne sait pas quoi faire avec ça. Et des fois, il y a même des enfants qui vont vivre des traumatismes excessivement violents et ils n'en parlent pas pour différentes raisons. Alors, c'est stocké quelque part. Moi, ce que je voudrais vraiment que vous saisissiez, parce que c'est fou les résultats qu'on peut avoir juste à lâcher prise. Dire, c'est ce que je vis maintenant, j'accepte que cette difficulté-là fait partie de ma vie maintenant, et comment je passe à l'autre étape. Juste ça, c'est une clé importante. Je vais vous donner un exemple de ce qui s'est passé dans une de mes formations, puis il y a quelqu'un qui l'écrit en témoignage dans le dernier livre que j'ai fait paraître. J'ai une étudiante qui est rentrée à son 5e cours, 4e ou 5e cours avec moi, et elle est arrivée avec la paralysie de Bell. Donc, elle avait la moitié du visage paralysé. Et pendant la formation, on tente de faire des effets de bascule à l'énergie en passant par des mises à jour au niveau de la pensée. Et elle fait des exercices pour calmer son système nerveux. Et tout au long de la journée, on l'a vu se déparalyser. On a été témoin de ça. Et habituellement, ça prend 6 mois à revenir en mode normal. Et ça se peut qu'il y ait des séquelles. Alors que là, il a vu son médecin 2 semaines plus tard. Il n'y avait plus de séquelles. Puis tout était redevenu excessivement normal. Je sais que ça peut avoir l'air magique, mais c'est ça qui fonctionne. Je l'ai expérimenté depuis des années à tellement de sources. J'ai fait tellement d'expériences qui vont dans ce sens-là. Ça a l'air magique, mais en fait, nos malaises, nos maladies viennent des émotions et des mémoires qui sont stockées à l'intérieur de nous, du côté droit de notre cerveau. Vous avez un médecin psychiatre français, David Savard-Schreiber, j'imagine qu'il y en a certains d'entre vous qui le connaissez, a fait des livres qui sont vendus à des millions d'exemplaires, traduits dans je ne sais pas combien de langues. Et il dit, il nous faut guérir notre cerveau émotif. C'est ça l'essentiel de son message. Je suis arrivée au même constat que lui dans ce qu'il dit dans ses livres. Moi, je suis plus arrivée par l'expérience parce que je n'ai pas un esprit très analytique. Mais si on regarde l'expérience de cette personne-là, c'est un psychiatre, chercheur en neurologie, quelqu'un d'excessivement logique, articulé. Il y a eu un premier cancer du cerveau. Il a entamé un processus de guérison. Il a compris le processus de guérison, mais il ne l'a pas appliqué pour lui. Et il s'est fait un 2e cancer du cerveau. Et maintenant, il est décédé. Parce qu'il explique lui-même dans ses livres que nous vivons tous des phénomènes qui sont psycho-neuro-immunitaires. Psycho, ce n'est pas notre volonté qui souhaite la maladie. Il n'y a jamais personne qui dit « Moi, je me prendrais une bonne COVID. » là. En tout cas, moi, je n'ai pas vu. Ce n'est pas notre volonté qui choisit. C'est notre cerveau émotif qui subit quelque chose, qui veut libérer, mais nous, on apprend qu'il faut contrôler la situation. Alors que moi, je vous dirais qu'aujourd'hui, je me sens à peu près 20 ans plus jeune qu'il y a 20 ans. Je ne prends pas de médicaments. Quand je ressens une émotion qui n'est pas facile à vivre, j'essaie de voir à quelle vérité s'est accrochée parce que c'est normal d'avoir acheté des vérités quand on est jeune. D'ailleurs, c'est Schreiber qui dit, c'est prouvé maintenant scientifiquement qu'un enfant adopté a plus de chances d'aller chercher les maladies biologiques de sa famille adoptive que de ses parents biologiques. Pourquoi? Parce que ce sont ses parents adoptifs qui vont le programmer en début de vie. Donc, ce n'est pas toutes les programmations qu'on a qui nous rendent, qui nous nuisent.
Sauf que lorsque c'est attaché avec une émotion désagréable à vivre, c'est important de regarder qu'est-ce qu'il y a là, qu'est-ce que ça veut dire. Peut-être je pourrais vous parler d'une femme qui a eu que j'ai eu en privé. Elle s'est faite violer par un homme à l'âge de 9 ans ou 10 ans, quelque chose comme ça, et elle n'en a pas parlé. Et le souvenir s'est enfoui très profondément à l'intérieur d'elle. Et quand elle prenait un bain, donc quand elle se détendait, ce souvenir-là voulait remonter à la surface, mais elle remettait ça dans le fond, elle ne savait pas quoi faire avec, elle avait peur que ce soit trop bouleversant. Et peu de temps après, elle a eu un diagnostic de maladie chronique sévère. Par différentes méthodes, dont la technique de libération émotionnelle, ça, on a réussi à enlever la charge émotive qui était en lien avec ces événements-là. Donc, ce n'est pas l'événement qu'on efface ou qu'on dit qu'il n'était pas là, on n'est pas dans le déni. On prend soin de réparer cette chose-là, cette blessure-là. Et après ça, ça a pris quelques fois là, dans son cas parce que c'était assez... Mais elle avait une pensée obsédante depuis cet âge-là, 9-10 ans. Elle se demandait toujours qu'est-ce que j'ai fait de pas correct. Tout le temps, elle se demandait qu'est-ce que j'ai fait de pas correct. Mais c'était pas elle qui avait fait quelque chose de pas correct. Mais on ne peut pas se sentir bien émotivement quand on entretient la pensée de qu'est-ce que j'ai fait de pas correct. C'était une obsession qui était logée quelque part à l'intérieur d'elle en lien avec ce traumatisme-là qu'elle a vécu quand elle était jeune. Donc, c'est vraiment chouette de pouvoir être témoin de ça, de voir les subtilités des processus de guérison qui, dans le fond, se ressemblent parce qu'on vit tous à peu près les mêmes émotions. Ici, au Québec, on a peut-être le privilège d'être plus proche de nos émotions, ce qui ne nous rend pas toujours très rationnels, mais ça fait partie plus de la culture de penser qu'on n'a pas à cacher ça autant peut-être que chez vous en Europe. Puis c'est compréhensible parce que dans vos parents, vos grands-parents, il y a des gens qui ont connu la guerre, qui ont vu des atrocités et ils ont enfoui ça parce qu'ils ne savaient pas quoi faire d'autre avec ça et on a privilégié avoir le contrôle. Être logique. Mais si on y pense, c'est pas si logique que ça d'enfouir une blessure au lieu d'en faire d'aller dans le processus de la guérison. Si, par exemple, j'ai une écharpe sur le bout de mon doigt, je peux me dire, oui, c'est vraiment désagréable, ça fait mal. Je peux essayer de contrôler la situation et ne toucher à rien avec ce bout de doigt. Ou je peux aller voir des méthodes plus conventionnelles qui vont dire, est-ce que c'est là que ça fait mal? Oui, c'est bien là que ça fait mal. C'est bien une écharpe, elle est entrée à telle profondeur, c'est telle essence de bois. Je pense que c'est mon père qui avait laissé traîner un morceau, etc. Qu'est-ce que ça fait à ce moment-là? Ça fait juste entretenir l'écharpe. On peut même faire un groupe, dire on a tous une belle gang d'écharpes au même endroit. On se comprend. C'est aberrant. Ça n'a rien de logique. Par contre, si on prend une méthode qui fonctionne ou une pince et qu'on enlève, bon, des fois, il faut gratter un peu, puis des fois, on a peur de gratter. Mais si on enlève, tout de suite, le corps retrouve. Tout de suite, le corps referme et fait le travail qui est à faire. C'est la même chose à l'intérieur de nous. Souvent, quand j'ai des interventions à faire qui sont pour aider des gens qui ont des traumatismes très sérieux, je vais leur dire, n'y pense plus, ne fais plus rien, fais comme quand tu veux faire une petite opération à l'hôpital. Ce soir, prends un bain, mange de la crème glacée,
Prends du Porto si tu aimes ça. Ce soir, tu es en convalescence, tu n'as plus à réfléchir à rien. Ton corps va savoir comment faire pour rétablir l'énergie. Donc, Michel, si je peux me permettre, on a deux, comme ça, vous pouvez reprendre un petit peu votre souffle oui. et peut-être boire un petit verre d'eau ou un verre de Porto, mais c'est peut-être un petit peu tôt. Ah ben, j'ai pas la vidéo. Voilà, il y a deux questions. Question de Virginie Lafontaine. Est-ce que les gauchers sont plus facilement sujets à la fixation des émotions ou à l'anxiété que les droitiers, puisqu'ils sollicitent davantage leur cerveau droit? Je ne suis pas certaine que je suis la spécialiste pour répondre à ça, mais au niveau émotion, je n'ai jamais vu de différence entre les gauchers et les droitiers. Je pense que c'est plus... Moi, j'irais plus... Prenez ma réponse avec des bémols. De toute façon, vous n'êtes pas obligé de prendre mes réponses. Mais il y a trois sortes d'émotions que tous les individus vivent et on a l'habitude de vivre d'une certaine façon. C'est une question d'habitude. Si on imagine un peu comment ça se passe, les connexions neuronales en nous, c'est imaginez que vous allez dans une forêt vierge et qu'il n'y a personne qui est allé là et vous voulez vous tracer un chemin. Au début, il y a des branches, c'est compliqué, il faut taper la route, etc. Mais après un certain temps, le chemin va être éclairci, facile. C'est la même chose dans nos connexions neuronales, c'est qu'on se crée des façons de fonctionner, des modes de fonctionnement, des chemins neuronaux. Et on a l'habitude d'emprunter, notre cerveau a pris l'habitude d'emprunter ces chemins-là parce que c'est plus facile. Et quand on veut cheminer au niveau de la démarche personnelle, il nous faut ouvrir des nouveaux chemins neuronaux, des nouvelles connexions. Il faut faire de nouvelles routes. Un exemple qu'on peut faire, si ça vous tente, vous croisez vos mains comme ça. Je pourrais voir vos mains peut-être. Et maintenant, si moi j'ai le pouce gauche par-dessus, par exemple, décroisez puis mettez le pouce inverse par-dessus. Alors, c'est pas simple, hein? Mm-hmm. Pourquoi si on y va logiquement, ça devrait être aussi facile de faire ça que de faire ça. Sauf que si c'est la facile, c'est pas confortable. Pourquoi? Tout simplement parce que notre cerveau a pris une habitude et il n'a pas encore pris l'autre. Donc, il a fait des chemins de connexion neuronale dans un sens, mais pas dans l'autre. Et ça fonctionne comme ça. On va se maquiller un œil avant l'autre, une chaussette avant l'autre, etc., etc. Et pour que le cerveau se calme, il faut regarder quelle vérité qu'on entretient. Puis c'est pas si simple souvent quand on est tout seul pour les faire basculer vers d'autres vérités. J'ai une autre question, Michel, de Mélodie. Après la perte d'un être cher, on voit souvent le développement de cancer de l'utérus ou du sein. On parle d'émotionnel. Qu'en pensez-vous? Oui, le deuil, c'est quelque chose qui est très demandant pour l'énergie parce que ça va faire remonter à la surface quelque chose en lien avec la relation. J'ai déjà aidé tout un salon funéraire, là, ils sont tous passés et chacun vit le deuil de façon différente en lien avec ses mémoires, en lien avec son histoire. Ça revient à ce que j'expliquais tantôt avec David Servan-Schreiber, c'est qu'on vit des phénomènes qui sont psycho-neuro-immunitaires. Psycho, il y a des pensées qui viennent avec le deuil, qui font enclencher notre système nerveux, puis à un point tel qu'un jour, le système nerveux baisse les bras et là, le système immunitaire fait la même chose. Il vient à la suite. Donc, le départ, c'est toujours l'émotion. C'est toujours l'émotion qu'il faut enclencher le système nerveux. Si mon cœur bat vite parce que j'ai peur, je peux essayer avec ma volonté de dire cœur, cesse de battre vite. Tant que j'ai peur, ça ne marche pas. Donc,
c'est vraiment l'émotion qui est la plus forte. Il faut trouver des façons de calmer l'émotion. Une autre question d'Hélène, Hélène Bauer qui nous a rejoint. Donc bonjour, bonjour Hélène. En France, on est encore dans le contrôle des émotions, donc de ne pas les écouter. Attendez, s'il y a quelqu'un qui arrive. Donc je reprends la question. Donc de Hélène, en France, on est encore dans le contrôle des émotions, donc ne pas les écouter et de les faire taire. Malheureusement, ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc tout choc émotionnel, quel qu'il soit, s'il n'est pas, entre guillemets, travaillé, risque effectivement d'avoir des impacts négatifs sur la santé des mois, voire des années après. En fait, oui, parce que le cerveau droit n'a pas la notion du temps. Donc, c'est pas... et c'est pas juste en France, c'est un réflexe un peu de survie que le cerveau d'agir comme ça. Mettons qu'on pourrait être d'accord qu'en France, c'est plus fort encore, puis ça s'explique par votre historique. Mais oui, ça s'imprime, mais ça peut se désimprimer aussi. L'important, c'est pas tant d'analyser qui serait cerveau gauche, parce qu'analyser, ce serait, oui, j'étais à l'écharde, à tel endroit, etc., etc. L'important n'est pas là, c'est plutôt de prendre soin. Vous avez un bébé, par exemple, qui fait de la température, qui est malade, qui est souffrant. Vous n'allez pas lui dire, analyse-toi, ça ne me tente pas aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez faire si vous voulez l'aider? Vous allez l'accueillir, tenter de lui donner ce dont il a besoin pour le soulager, pour que son énergie se dirige vers un autre processus. Et c'est la même chose dans le processus de guérison. C'est vraiment la même chose. On a une tendance à se contracter face à la douleur. Notre corps ne veut pas souffrir. Donc, on se contracte et en se contractant, on nuit au processus de guérison, mais il est tout à fait naturel. Et je ne suis pas certaine que c'est juste en France qu'on essaie de contrôler. Par contre, je sais que pendant une période où j'habitais à Montréal, à peu près 30% de ma clientèle était d'origine française. Donc, il y a quelque chose. Et moi, je pense c'est juste ma façon de le voir, je pense qu'une des difficultés pour les enfants en France, c'est souvent on va leur demander d'être raisonnables alors qu'ils n'ont pas physiquement la capacité de le faire. On va leur demander d'être analytiques, d'être posés, alors qu'ils n'ont pas forcément la capacité de le faire. Ce qui fait en sorte que on demande, c'est comme si vous êtes un tout petit, puis on vous demande de lever 500 livres, je ne sais plus combien de kilos ça fait, là, mais c'est pas possible. Alors, si c'est pas possible, puis vous allez vous sentir inadéquat, et là, il y a un paquet de choses qui se met en place. Au Québec, je pense que ça, c'est plus souple. Peut-être que notre climat nous a amené plus souple, je ne sais pas, les moustiques, je ne sais pas quoi, les changements de température. La culture amérindienne a joué un grand rôle aussi dans notre façon de... La place aussi, vous avez beaucoup, c'est très grand le Canada. La région, c'est les 1000 lacs, c'est ça, ou les 10 000 lacs, je ne sais plus comment on dit. C'est ça, tout est grand. C'est sûr qu'il y a des villes où c'est plus dense, mais on a de l'espace, on a de l'oxygène, c'est sûr que ça fait une différence aussi. Et on a une tendance à apprécier cet espace qui est le nôtre. Et il y avait, par rapport à la question d'Hélène, j'avais pas tout lu la question, donc mais ça fait rien. Donc c'était entre l'impression, l'expression et l'impression. Mais la fin de sa question, c'était celle-là. Avez-vous d'autres techniques pour libérer les émotions autres que la mentalisation pour analyser et désamorcer? La technique de libération émotionnelle, c'est une de celles que je préfère. Peut-être que je pourrais vous revenir si vous m'invitez pour que je vous explique un peu comment on fait. EDMR, c'est bien, mais c'est pas dans mes tops. Il y en a des mieux que ça. Puis, si vous êtes capable, des fois, une amie va vous aider à lâcher prise.
sur une situation en vous la faisant voir d'un autre angle. Parce que justement, il y a Véronique Baranco, qui, par rapport à ce que vous venez de dire, juste avant, elle avait mis dans le chat, la méthode que vous appliquez ressemble à l'EDMR, donc c'est ce que vous venez d'expliquer, Michel. Non, mais moi, ce que j'aimerais vous expliquer, c'est quand j'ai décidé de faire des conférences, je voulais ajouter du contenu pertinent, intéressant à mes conférences. Et j'étais allée interviewer un monsieur qui est mort cliniquement 4 fois. Je pense qu'il avait bu, il y a eu un accident d'auto important, puis donc il est mort, on l'a réanimé, il est mort, on l'a réanimé 4 fois. Et j'étais allée l'interviewer pour savoir qu'est-ce qui se passe quand on est mort. Est-ce que vous pouvez me l'expliquer? Et il me dit, premièrement, il y avait un choc terrible à l'intérieur de lui parce que son corps était en lock. Il avait l'impression de se liquéfier, puis le personnel infirmier lui disait que c'était un héros parce qu'il était revenu à la vie. Tous les gens que j'ai connus à l'hôpital qui reviennent, qui avaient décidé de revenir à la vie, par exemple après un arrêt cardiaque ou un accident, ils revenaient tous pour la même raison. C'était l'amour qui les faisait revenir. Leur fille était trop jeune pour être orpheline ou des choses comme ça, là, qui étaient en lien avec l'énergie de l'amour. Donc, l'amour, c'est vraiment important dans le processus de guérison. Et ce qu'il m'a expliqué, il dit, quand on est mort, la première chose qu'on comprend, c'est que dans la vie, on ne comprend jamais rien. OK, ça commence bien. Puis là, il me fait une image. Imaginez qu'on vient au monde et qu'on se fait placer dans une bulle translucide. C'est pas complètement transparent, c'est translucide. Notre environnement va tapisser des choses dans notre bulle. On va choisir certaines informations plutôt que d'autres. Si, par exemple, il y a quelqu'un qui nous dit qu'il faut toujours avoir le contrôle, on tapisse, il faut toujours avoir le contrôle, et on va regarder la vie et sans s'en rendre compte, chaque fois qu'on va être dans une situation tourmentée, inconsciemment ou le subconscient va dire qu'il faut toujours avoir le contrôle, etc., etc. Donc, ça se tapisse à l'intérieur de nous et on est les seuls à voir le monde comme nous le voyons. C'est fantastique. Et il y a Alexandra Guillon, qui, par rapport à notre discussion sur l'espace au Canada, elle vous pose la question. Suite à l'évocation de l'espace au Canada, le fait d'être déconnecté de la nature amplifie-t-elle la difficulté de guérir de ses émotions, entre guillemets, lâcher prise? Je vais y revenir si vous permettez, Alexandra. Je vais terminer avec mon exemple. Donc, il disait, imaginez un boulier, il y a plein de boules là-dedans qui se promènent, il y en a qui s'entrechoquent, de temps en temps, il y a une boule qui sort du boulier. Alors, qu'est-ce que ça fait? C'est que on se promène comme ça dans la vie, mais en ayant seulement les perceptions qui sont tapissées à l'intérieur de notre boule. Et lui, il disait, ce qu'il a compris, c'est l'idéal, c'était de prendre un produit, je pense qu'ils ne vendent plus ici, c'est trop corrosif, je pense que c'est même décapant, et c'est de nettoyer l'intérieur de notre bulle. Et là, je suis sortie de là, j'étais ravie parce que c'est ce que je fais en consultation dans les livres, etc., etc. Donc, plus on va être dans une ouverture d'esprit à nettoyer, à faire des mises à jour sur nos façons de penser, à se donner la permission de le faire, que ça fasse plaisir ou pas, à prendre conscience qu'on peut le faire, parce que des fois, on n'y pense même pas qu'on peut changer quelque chose. Alors, tout ça va permettre un meilleur processus. Si je reviens à l'espace, oui, Alexandra, la nature peut contribuer vraiment bien au ressourcement, mais les deux premières choses, il ne faut pas que ce soit limitatif de ne pas être en nature. Les deux choses qui font aller mieux, c'est le lâcher prise, regarder ce qui cause le conflit, le questionner pour créer l'effet de bascule. C'est vraiment ça le processus de guérison que je connais, qui fonctionne le mieux. C'est vraiment, et il y a plein de choses qui sont imprimées à l'intérieur de nous dont on n'a pas conscience, mais qui sont là et qui se répètent et qui se répètent et qui se répètent.
Puis la nature, ben, ça peut être un arbre, des oiseaux dans un quartier où c'est très achalandé. C'est de se déposer, de permettre à son énergie de sortir de l'agitation pour aller vers quelque chose de plus calme. On ne vous entend pas? Désolé, j'avais coupé le micro. Est-ce que les participants et participantes, est-ce que quelqu'un a une autre question? Véronique Baranco pour l'autisme et émotion, Jeanne-Marie, une question de la Suisse, Mélodie, une question pas de Biscarros, mais d'à côté. Voilà, profitez quand Michel soit avec nous pour poser des questions. Je suis sûr qu'il y a des questions encore. On peut prendre les commentaires aussi. Ah oui, oui, des commentaires, hein, c'est open space. On peut même prendre des injures. Michel, s'il vous plaît, on dit que de toute façon, le corps n'est pas fait pour être malade. Hein. Le corps n'est pas fait pour être malade et qu'au fur et à mesure de notre vie, de l'environnement social, de l'éducation, de tous les interdits que l'on se met, eh bien, on vit peut-être à 20% de nos énergies et non pas à 100%, ce qui fait que les 80% qui nous manquent peuvent provoquer, et pour peu que l'on soit dans une pensée négative, peuvent provoquer beaucoup de choses et l'émotionnel en devenir très sensible et très perturbé. Que pensez-vous de ça, s'il vous plaît? Alors, moi, ce que je vous dirais, c'est que j'ai du mal avec le travail que je fais depuis des années à voir des choses de manière positive ou négative. Pour avoir de l'électricité, ça prend des fils contraires qui se touchent. Donc, on a des fils contraires qui se touchent, qui font de l'énergie. Est-ce que l'énergie est bloquée? Est-ce qu'il y en a trop? Est-ce qu'elle est agitée? Est-ce qu'elle est en action? Est-ce qu'elle est en manque? Ça, c'est une autre affaire. Mais dans la vie, tout est question de cause et d'effet. Et à partir du moment où on parle de négatif ou de positif, on met un jugement de valeur. D'accord. Et ce jugement de valeur-là nous éloigne d'une neutralité. Quand on dit qu'on n'utilise pas à pleine capacité son cerveau, moi, je pense que notre cerveau, c'est juste une petite bine qui a l'habitude de tourner en rond et qu'on va aller chercher le maximum de notre potentiel quand cette petite chose-là se calme et que là, on laisse venir à nous une intuition. L'intuition est souvent surprenante. Einstein, qui était quelqu'un de très articulé, très intelligent, a dit « Notre hémisphère gauche du cerveau, c'est un serviteur fidèle. L'hémisphère droit de notre cerveau, c'est le don sacré. Donc, notre partie émotive, intuitive, est plus en lien avec le côté divin de notre être. Et on a mis au point une société qui honore le serviteur et qui met de côté le don sacré. Donc, la détresse, elle vient tout simplement de là. Alors que si on a tendance à dire le verre est à moitié plein ou il est à moitié vide, est-ce que ça peut juste devenir un verre d'eau? Sans qu'on ait à poser un jugement de valeur, surtout parce que si on pose un jugement de valeur, on est en résistance avec quelque chose. Alors que la vie, ce n'est qu'une séquence de mouvements. On a des belles roses, ils poussent dans le fumier, ils sont plus belles. Ça sent hyper bon, mais ça a des épines. Et quand les fleurs vont tomber, on a à nouveau du fumier. La vie, c'est des suites d'énergie qui bougent. Et on n'a pas à juger le fumier en négatif ou la rose en positif. Elle a des épines, puis le fumier fait sa job. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est on n'a pas besoin de tout sectionner comme ça. Et le plus beau potentiel qu'on a, parce que quand on entame un processus de guérison, ça peut être le corps,
la pensée, les émotions, le côté spirituel et même aller jusqu'au divin, aller chercher des réponses de divinité qui fait en sorte que, wow, toute la vie change. Mais ça passe forcément par ne plus entretenir ou le moins possible les grilles de jugement qu'on a déjà. Nos grilles de jugement font en sorte qu'on resserre l'énergie, on la met dans une boîte. Alors que on peut pas, si on veut la mettre dans une boîte à l'intérieur de nous, elle ne peut pas circuler librement. Merci Michel. Donc on a Jeanne-Marie qui pose la question, est-ce que pendant cette conférence, nous aurons l'occasion de voir comment s'applique votre méthode? Et si ce n'est pas le cas, dans quel livre peut-on trouver des explications? Donc ça va être l'occasion de pouvoir parler des livres, Michel. Merci de poser la question. Alors, tout le monde, je le dis à qui veut l'entendre, même à ceux qui ne veulent pas l'entendre, mon rêve, c'est de faire en sorte que mes livres soient vendus partout dans le monde. Parce qu'il paraît qu'ils font du bien à l'âme. Ils sont distribués en Europe par DG Diffusion. Ils sont diffusés en France, en Belgique et en Suisse. Moi, ce que j'enseigne, ça se fait généralement en classe, en privé, en présentiel, une journée toutes les 2 semaines, parce que ce qu'on fait, c'est qu'on fait des exercices qui visent à aider le corps à récupérer de l'énergie, à lâcher prise, à vider le mental et à faire des mises à jour dans les façons de penser. Donc, c'est vraiment l'objectif et souvent, comme ça, on va pouvoir dénouer des choses fantastiques. Ce qui est accessible chez vous, ben, moi, j'aime bien l'hypnose. Si vous avez des gens qui vous sont référés, des gens en aide, vous pouvez aller vers l'hypnose. Ça permet de faire monter les bulles de mémoire, d'émotion. Il faut que ce soit bien fait. Donc, prenez des références. Il y a les constellations familiales qui sont fantastiques. Moi, j'en fais des fois à l'intérieur de mes cours, mais je vais vous parler des livres parce que les livres font ça aussi. Parfois, les gens vont lire, puis ça, il y a quelque chose qui va s'éliminer. Des fois, des écharpes qui s'en vont sans qu'ils aient besoin d'en prendre conscience. C'est-tu pas fantastique? Alors, donc, il y a des processus de guérison qui vont se faire comme ça. Pourquoi? Je pense que c'est parce que j'ai passé tellement d'heures à l'intérieur de moi que j'ai trouvé une fréquence qui est assez forte pour se promener dans ma voix, dans mes livres, dans mes formations. Donc, les 3 premiers livres expliquent le processus de guérison comme je l'ai compris, un peu ce que je vous ai expliqué aujourd'hui très rapidement, avec des histoires de cas. C'est écrit comme une conversation avec une amie. Le premier n'est pas super structuré, mais il y a quand même les éléments de base qui permettent d'aller chercher l'information. Donc, le premier, c'est l'énergie en soi, guérir tout simplement. Vous allez tout avoir ça sur mon site web si vous allez tout à l'heure à michelleroy.ca. Je suis en train de mettre pour tout le monde le lien de votre site, Michel. Donc, comme ça, tout le monde aura le nom du site pour aller voir les bouquins. OK. Les 2 premiers ne sont pas en version numérique, mais ils vont l'être d'ici quelques semaines, semble-t-il. Le deuxième, c'est vraiment la quête de la vérité. Ce que j'ai compris en lisant la biographie de Gandhi, c'est que c'est par la quête de la vérité ou des nouvelles vérités que se fait l'évolution. C'est la quête. La quête, c'est l'ouverture. Gandhi, au début de sa vie adulte, il a appris la théosophie. Théo veut dire Dieu, Sophia, sagesse. Donc, par la quête de la vérité, on arrive à se diriger plus facilement vers la sagesse de Dieu. Et c'est à la fois une démarche de confort personnel et une démarche spirituelle. Donc, l'importance de changer nos vérités, de faire des mises à jour dans nos vérités, ce que ça peut faire. Le troisième, c'est l'amour de soi. Ce qui est dommage quand on fait mon travail en consultation, c'est que, par exemple, on va dire à quelqu'un, il faudrait que tu te donnes la permission de faire tel geste pour toi dans ta vie et cette personne-là ne veut pas. Et là, je vais dire à la personne, OK, si c'était ta fille qui était prise dans ta situation maintenant, quel choix tu voudrais qu'elle fasse, elle?
Ah, elle, je voudrais qu'elle fasse le choix. Alors, souvent, les parents vont aimer mieux leurs enfants qu'eux-mêmes. Ils vont vouloir que leurs enfants fassent des choix de bonheur, alors qu'ils ont pas capable de le faire pour eux. Mais quand on apprend à s'aimer, donc à aller moins dans le positif, le négatif, aller dans je me donne une chance, je m'ouvre des portes, ben tout devient plus facile. Après avoir écrit ces 3 livres-là, j'étais super. J'étais certaine que j'avais fini d'écrire mes livres. Je ne voulais pas que ce soit continuellement redondant, mais il s'est passé des événements que je vous fais l'histoire courte qui m'a donné envie de réécrire, mais j'ai réécrit 2 livres sur l'éveil à soi qui sont en forme romancée. Donc, c'est des gens c'est des personnages qui se rencontrent parce qu'ils en ont assez d'être mal, puis ils veulent aller vers un confort. C'est sûr que si j'ai eu plusieurs personnes anxieuses en consultation, ben, je connais un peu le profil des personnes anxieuses. Puis si j'ai eu une dame qui a un problème de fertilité, je connais le profil de... Donc, il y a des profils d'individus qui ont des symptômes similaires, je vais dire comme ça. Donc, j'ai construit des personnages en fonction des profils que je connais et c'est là-dedans, il y a des démarches de mise à jour aussi des façons de penser et donc ce sont des gens dans un processus de guérison et il y a des affaires très surprenantes dans ces romans-là qui sont basées sur des faits réels. On peut parfois être vraiment surpris de nos possibilités intérieures. Je vais le dire comme ça. Puis je ne vais pas le mettre au niveau du cerveau. C'est vraiment des possibilités intérieures. Ici, j'ai au Pays Basque, nous avons une jeune femme qui a fait sa formation d'hypnothérapeute au Canada. Oui, c'est ça. Alors, vous avez quelqu'un au Pays Basque qui semble travailler très bien au niveau de l'hypnothérapie. Je ne sais pas si pour vous c'est loin, mais prenez, parce qu'en fait, quand on va dans... Ici, notre cerveau, il travaille en suractivité. L'énergie est trop dans la tête, est moins dans la solidité, est moins dans la solidité. La démarche devrait permettre de sortir de la tête, d'amener un confort qui descend vers la solidité. Donc, quand on se sent confortable, on se sent solide, le cœur est tranquille et la tête est légère. Quand on ne va pas bien, la tête est agitée, on a un brouillon au niveau du plexus cœur et on ne se sent pas dans la solidité. Donc, il faut aller dans ce mouvement de reprise de contact avec la base. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui. Je reviens. Oh, bah, je suis sûr qu'il y a encore d'autres questions. Ah, bah, le temps passe vite, ça va faire presque 2 heures qu'on est ensemble. Donc, on a bien... commencé, ici, il était 11 heures, ça fait 1h15, je crois. Ouais, 1h15. Ah oui, c'est parce que oui, ça enregistre. Oui, nous, on s'est un petit peu on a discuté un petit peu avant. Ah oui, ok, je comprends. C'est pour ça. Voilà. Donc, Véronique, tu as André, peut-être une question André, avec l'autisme ou pas? Excuse-moi d'insister. Non? Rien de spécial entre autisme et émotion? En fait, pour l'autisme, c'est un peu particulier. Les autistes ont besoin de stratégies de compensation pour pouvoir avancer sur les angoisses avec des renforçateurs pour pouvoir les dépasser. Donc, la méthode de Michel Roy est très bien. Je trouve que c'est très intéressant. Je vais acheter les bouquins. Mais pour l'autisme... c'est très compliqué. C'est très compliqué Voilà. parce que le cerveau fonctionne vraiment d'une façon différente. Ben oui. Généralement, par contre, ils sont excessivement anxieux. Ils ne veulent pas toujours se faire toucher, donc se faire tapoter. Ce que je vous suggérerais, c'est d'essayer ici. C'est souvent plus facile. C'est un point d'acupuncture qui est là.
et qui peut permettre une inversion de l'énergie. Mais La balle. Pardon? Ce qui marche bien avec mon fils, c'est la balle. C'est la balle. Oui. Essayez, faites des tests parce qu'avec certaines personnes, ça se peut que ça fonctionne mieux. Et encore une fois, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'ils sont dans un univers dans une bulle complètement différente. Mais des fois, de juste faire ça, même pour vous, chacun d'entre vous, ça ne va pas. Faites juste accepter. Présentement, ça ne va pas. Puis vous tapez là. Présentement, ça ne va pas comme je voudrais. Puis vous tapez. Présentement, puis il y a des grandes chances que juste là, la charge émotive ait envie de changer. Alors, gênez-vous pas, essayez là. Essayez. Les enfants, d'habitude, c'est ici. Là. Les enfants ici, c'est fantastique. C'est parce que eux, quand ils vivent des émotions intenses, l'amygdale, quelque part dans le cerveau, va se charger. Même, ils peuvent avoir une journée au zoo, ils sont super contents. L'amygdale se charge, puis après ça, on les retrouve en train de faire une crise. Ici, on dit faire le bacon dans le salon, mais je ne sais pas si c'est une expression que vous avez, faire le bacon, mais alors que aussitôt qu'on tape ici, l'amygdale se vide et là, ils sont... puis on peut y aller avec des histoires. C'est vraiment, il y a une petite souris qui veut rentrer, elle fait toc, 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 toc. Voilà. Accueillir Dominique Tournery. Alors pour la petite histoire, Dominique, on a fait une vidéoconférence il y a 2-3 semaines, je crois. Et donc Dominique, je vais te laisser la parole, mais elle est spécialiste en art-thérapie et en psychogénéalogie. Donc je pense qu'au niveau émotionnel, elle va avoir certainement quelque chose à nous dire et de pouvoir échanger avec notre ami Michel Roy. Voilà Dominique, bonjour, super que tu aies pu venir. Par contre, il faut que tu enlèves ton micro, enfin que tu remettes, pas enlever le micro, mais activer le micro et puis on te laisse la parole. Non, non, mais je viens juste d'arriver, je suis désolée, hein, le thème m'intéressait, mais comme je te l'ai dit, Alexandre, je ne vais pas pouvoir rester très longtemps parce que je suis en lien avec une autre entreprise. D'accord. Donc, je voudrais saluer Michel. J'espère que je pourrai voir l'émission en replay. Oui, oui. Et voilà, donc je vais écouter quelques temps en fait, parce que je n'ai pas suivi le début. En plus, je suis désolée. Je coupe un petit peu peut-être aussi ce que vous étiez en train d'échanger. Voilà, je suis dans le noir en plus. Donc, je vais m'éclairer un petit peu. Donc, on fait comme pour ta webconférence. Voilà, je crois que j'ai rien. Non, non, je voulais écouter surtout, moi. C'était... Mais bon. Mais tout à l'heure, on m'a demandé est-ce qu'il y a des trucs, tout ça, tout ce qui touche à l'art, c'est vraiment fantastique, le chant. Le chant nous oblige à respirer. La couleur fait vibrer. Tout ce qui touche à l'art, la nature, les animaux, les chevaux, ça aussi, c'est fantastique parce que si on revient à vraiment vivre ce moment présent, à mettre de la couleur ou peu importe le résultat que ça va donner, on ne juge pas le résultat, on ne met rien dans les grilles. Mais l'art, ça nous ramène à notre cerveau droit. On se donne la possibilité de lâcher prise de la difficulté pour aller vers le cerveau droit. Alors, c'est vraiment fantastique d'aller vers l'art parce que c'est accessible à tout le monde, une forme d'art ou l'autre, la danse ou peu importe. Et donc, Dominique, elle nous avait donné l'exemple d'un petit gamin qu'elle a suivi qui s'appelle Alexis. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre, comment dire, le lien du site de Dominique. Et puis comme ça, Michel, vous aurez l'occasion dans le chat. Et comme ça, vous aurez l'occasion de... Ça serait bien que vous puissiez échanger toutes les deux. Donc, je vais faire comme ça. Si Dominique est d'accord, je vais lui mettre comment ça s'appelle, ses coordonnées. Et puis, ça vous permettra de pouvoir échanger. Mais c'est sûr que je rebondis par rapport à ce qu'a dit Michel, c'est-à-dire qu'en fait, moi, si j'ai choisi l'art-thérapie aussi comme pratique, c'est parce qu'en fait, ça permet à n'importe quelle personne, de n'importe quel âge, dans n'importe quelle situation, puisque je m'occupe de gens qui sont en situation de handicap, de gens qui sont en rupture sociale, de gens qui ont des problématiques très, très différentes.
en fait, de pouvoir s'exprimer et très simplement, parce que c'est vrai que souvent, l'art-thérapie est quand même, elle commence à se développer en France, mais elle a quand même été méconnue pendant des années, puisque moi, ma formation, elle date quand même de la fin des années 80, début des années 90. Donc, vous voyez, hein, il y a du temps qui a passé. Et, et donc, oui, c'est montrer qu'en fait, chacun peut s'exprimer avec des moyens très simples et qu'il y a à la fois un soulagement, à la fois un bien-être et puis à la fois, moi, je suis allée un peu plus loin en disant, mais il y a une forme de compréhension possible qui dépasse les modes de pensée actuels, qui dépassent tous les schémas, hein, tous les préconçus, parce que en France, on est très analytique, on est très cartésien. On a aussi une révérence à Mr. Freud qui doit être, qui a apporté énormément de choses. Hein. Je ne veux pas du tout engager une polémique, mais du coup, on rentre dans un intellectualisme qui fait qu'on ne se rend pas compte à quel point le corps, bien justement, il peut exprimer vraiment des choses très profondes, mais à la fois aussi très simples, de manière très simple, si justement on lui permet de le faire. Oui. Parce que les gens souvent viennent, hein, ils sont encombrés par les valeurs éducatives telles que l'éducation française l'a transmise, hein, le jugement, le bien faire, et qui disent mais je ne sais pas dessiner, je ne sais pas peindre, je ne sais pas. Avec les enfants, c'est facile, je l'ai dit dans ma conférence. Avec les adolescents, c'est autre chose. Avec les adultes, c'est dépasser tout ce que l'éducation a conditionné pour revenir à cette simplicité en fait du faire. Mais en fait, quand on regarde, moi je parle des émotions et je dis que les êtres humains ne sont pas toujours rationnels, même quand ils pensent l'être, parce que avoir certaines convictions ou certaines programmations en début de vie qui ne nous rendent pas heureuses, mais les donner aux générations suivantes, pour moi, ce n'est pas un processus super logique. Mais on va dire logiquement, c'est ce qu'il faut faire. Alors, la logique, moi, je parle d'émotions. Les émotions, c'est quelque chose qui est plus vaporeux, mais je pense que j'en parle quand même d'une manière cohérente parce que j'ai enseigné à des notaires, à des avocats, à des ingénieurs, des gens en haute technologie, un docteur en physique, etc., etc. Donc, il y a moyen d'aller vers l'avenue émotion et d'en parler avec un fondement logique, même si on parle d'émotion. Mettons, dans la culture française, vous avez ce qui est important, c'est la connaissance et de rester dans quelque chose qui est dans une convention. Pour nous, au Québec, c'est pas logique. C'est votre logique. Et là, je le dis comme ça, mais c'est la même chose d'un individu à l'autre. Quand on commence une relation de couple, on va chez la famille du conjoint, on les trouve bizarres. Quand on prend les lunettes du conjoint et qu'on regarde notre famille, on dit c'est vrai que pour lui, ça doit vraiment être bizarre chez nous. En fait, une logique, c'est pas toujours logique. C'est juste ça que je veux dire. Par exemple, j'ai un beau-frère qui joue au bridge. Son cerveau est capable de choses que le mien n'est pas du tout capable de faire. Sauf qu'il est diabétique, il prend de l'alcool très sucré, des digestifs très sucrés. Dans mon esprit à moi, ce n'est pas logique. Parce qu'il n'est pas en train de se rendre service à son corps, puis moi, ma démarche, elle va dans ce sens-là. Alors, je sais qu'au niveau éducation et au niveau structure de pensée, c'est très, très, très contraignant chez vous, plus que chez nous. Parce que chez nous, d'être original, ça s'est bien vu. Il y a beaucoup d'humoristes qui sont assez rigolos. Les artistes, quand ils s'expriment et qu'ils nous crachent les notes,
ils sont applaudis, c'est exubérant. Ce qui est le fun à comprendre par rapport à cette culture-là de laquelle je viens, c'est l'importance des Amérindiens, que les Amérindiens ont eu dans le début de notre colonisation. Il y a un très beau documentaire qui s'appelle L'empreinte, une trace, là. Et c'est l'importance des Amérindiens dans notre culture. Par exemple, nous, on va dire « je me suis trompé ». Le premier ministre peut dire à une conférence de presse « je m'excuse, je me suis trompé ». C'est logique, tout le monde se trompe. Parfois. Si on écoute les nouvelles françaises, puis on dit « mais s'il s'est trompé, pourquoi il dit pas, il peut pas dire ça? » Ah bon, parce que c'est le président. OK, parce que c'est le selon vous, selon moi, c'est pas logique. Alors, c'est vraiment la logique de chacun. Elle va avec une culture, avec des conditionnements, avec des façons de voir. Peut-être qu'on est, grâce aux Amérindiens, qu'on a quand même magané. Je sais pas. Ah, ça coupe. Je sais pas vous utilisez, mais on n'a pas. Ils ont fait une que ma connexion est instable. Ça coupe. ça coupe, la connexion est mauvaise. Il y a 18h30 en France. Il y a beaucoup de gens qui doivent, avec le couvre-feu, qui doivent commencer à faire des visioconférences. Donc, il y a du monde sur la ligne, sur les tubes, ou je ne sais pas comment on dit. Est-ce que vous m'entendez maintenant? C'est bon, Michel. Alors, je voulais juste vous remercier pour l'écoute, pour l'accueil. Alexandre, merci tellement. J'accepte toutes vos invitations déjà parce que j'adore faire ce genre de communication-là. J'apprécie tous ceux qui vont lire mes livres. Si vous avez envie de me donner des commentaires, j'apprécie beaucoup. Et donc, ce que je voulais dire à Michel quand même, c'est que l'éducation française est quand même en train d'évoluer beaucoup, puisque maintenant il y a des cours dans les écoles pour les enfants d'être à l'écoute de ses émotions. On parle beaucoup de l'empathie. Donc, moi, je vois au niveau des écoles les choses aussi bouger dans l'éducation des enfants, dans l'éducation nationale française notamment. On voit une évolution justement par rapport aux émotions. Hein. Il y a eu un livre qui s'appelait Être attentif comme une grenouille. Donc là, c'était plus par rapport à la méditation, au fait aussi d'être à l'écoute de soi. Mais il y a aussi, il y a beaucoup de livres aussi, hein, Félix et les émotions, etc., qu'on peut utiliser en école maternelle. Voilà, et que les enfants parlent de ce qu'ils éprouvent, des émotions qu'ils éprouvent, de ce qu'ils ressentent. Et puis, on le voit chez les jeunes parents. Il y a quand même toute une évolution. Et voilà, je voulais juste dire ça à Michel. Mais on n'est pas encore québécois, c'est sûr, et on sera toujours différents. Mais je pense qu'on a tous des besoins d'évoluer. Puis nous, on a peut-être besoin d'être un peu plus rationnels souvent dans nos processus. Tout est question de cause et d'effet. On n'a pas besoin d'aller dans le jugement de quoi que ce soit. Voilà. Ok. Eh ben, si je peux me permettre, c'est la conclusion. En remerciant, j'ai mis un petit mot à tout le monde. Merci à Michel pour sa fraîcheur québécoise. À très bientôt. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Et puis pour celles et ceux qui le souhaitent, évidemment, vous pouvez laisser votre mail et votre téléphone pour qu'on garde le contact. Parce que petit à petit, il y a des conférences qui sont faites et c'est important de créer une dynamique par rapport au bien-être, par rapport à toutes ces choses-là. Et donc, oui, Dominique, si tu peux remettre sur sur le chat pour Michel, ça sera plus facile que ce soit toi qui le fasses, de mettre ton nom, ton prénom et puis ton téléphone et ton mail. Voilà. Et puis, je fais le replay, évidemment.
Et puis, ça serait bien qu'on continue à garder le contact. Voilà, Michel. Donc, j'ai mis je vais y arriver, votre site internet. Et puis, comme ça, pour les personnes qui sont intéressées pour échanger avec Michel ou Je sais pas. ou ses mails, ses livres. Voilà. Dominique, merci d'avoir mis les coordonnées. Donc, merci encore à toutes et à tous. Au revoir tout le monde. Merci Oui, pour l'accueil. au revoir. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.